C'est bon pour toi, Cynthia? Super. Bonjour à toutes, pour le coup, puisque nous sommes qu'entre femmes. Les personnes, les autres inscrits, de toute façon, prendront le cours. Donc, merci à vous pour votre présence. Merci pour votre ponctualité. Bienvenue pour cette rencontre de RH+. Donc, comme je vois pour celles qui ont activé leur caméra, installez-vous bien. N'hésitez pas à prendre de quoi vous restaurer, éventuellement boire, puisque, bon, sait-on jamais, pour ne pas que vous soyez perturbés dans l'acquisition des informations, puisque l'idée étant vraiment que vous puissiez nous quitter avec le maximum d'informations et puis que nous puissions échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser via le chat. On essaiera au fil de l'intervention de Cynthia d'y répondre. Maintenant, il y a une partie à la fin qui est vraiment dédiée aux questions-réponses et aux échanges. Donc, si il y a une question qui vous vient sur le moment, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Et sinon, vous la notez quelque part pour la poser à la fin vers la fin du webinaire. Euh, je vais du coup. Oui. Donc, bienvenue dans ce webinaire Recruter différemment, pensée internationale, agissez local. Il est vrai qu'on a pu constater que beaucoup d'entreprises commençaient à s'intéresser aux talents à l'international, notamment aux talents locaux, mais malheureusement, pour beaucoup, l'expérience s'arrêtait brutalement et donc du coup, on a essayé de voir avec notre experte invitée comment les choses pouvaient être améliorées et comment aider tous ceux qui ont envie de rentrer à la maison, du coup, pourraient éventuellement, peut-être pas apporter forcément la solution à l'employeur, mais suggérer, pourquoi pas, des solutions pour que toutes les parties s'y retrouvent. Donc, avant de commencer, je vais donc présenter le cabinet RH Plus via Nanty. Donc, nous sommes un cabinet qui a été fondé en 2017, donc une équipe pluridisciplinaire dédiée à la gestion des ressources humaines, mais également à la prévention des risques et la qualité et conditions de vie au travail. Nous sommes curieuses, parce que nous sommes principalement que des femmes, nous sommes curieuses et donc depuis 2017, nous avons toujours eu à cœur de transmettre des informations et de faire en sorte que tous les acteurs du monde du travail soient au même niveau d'information, que ce soit les employeurs, mais également les salariés et les représentants du personnel. Et donc, c'est pourquoi nous avons lancé une nouvelle formule qui s'appelle les rencontres de RH+, qui est dédiée vraiment à permettre à chacun, que ce soit les dirigeants, mais également les responsables RH, à trouver des solutions concrètes et efficaces. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Cynthia Calata, une experte que vous allez découvrir. Alors, je vais vous poser la question juste après pour savoir qui la connaissait éventuellement déjà ou qui la découvre aujourd'hui, puisqu'elle est experte en expatriation à titre individuel, mais elle va se présenter pour vous préciser, et en mobilité internationale. Alors, avant de te laisser la parole, Cynthia, j'aimerais, alors, bon, maintenant, ceux qui me connaissent savent que technicienne, je ne suis pas très forte. Je voulais vous soumettre un petit sondage pour savoir qui est qui, parce que bon, je me suis présentée, mais maintenant, on a besoin de savoir aussi qui vous êtes pour que les propos, les exemples collent au mieux à ce que vous recherchez vous. Mais pour ça, il faut que j'arrive à mettre le sondage. Bon, on va faire sans le sondage, on va le faire de vive voix. Au mieux, vous mettrez les réponses dans le chat. C'est-à-dire pour savoir si vous êtes salarié, manager, RH ou dirigeant, pour qu'on sache réellement la casquette que vous avez qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous êtes RH ou en tant que salarié qui est intéressé par la mobilité internationale ou dirigeant.
si j'arrive un jour à utiliser correctement. On vous lit, Cynthia et moi. Ou si vous voulez activer vos micros, il n'y a pas de problème. Alors, on a une RRH et salarié, donc c'est Manuela. Très bien. RH au chômage, donc c'est Liline. Alors, Liline, c'est quoi le prénom? Solenka, je suis gérante en gestion administrative. Marilyn, d'accord. Marilyn est une RH au chômage, d'accord. Donc, May, auto-entrepreneur, consultante et formatrice RH. On a d'autres profils. Donc, on a pratiquement que des RH. Et gérante, dirigeante. On n'a pas de représentant du personnel, par exemple. Manon, RH et salarié. Très bien. Donc, Cynthia, ça t'aiguille un petit peu sur Ouais. les exemples qui pourront être donnés. En tout cas, merci à vous pour vos retours. L'idée étant vraiment de pouvoir répondre à vos problématiques et de ne pas juste généraliser et puis que finalement, ça ne répond pas. Après, bon, il pourra toujours y avoir des parallèles parce qu'une problématique qui concerne un peut concerner aussi les autres. Donc, je crois que j'en ai fini et que je laisse la parole à notre très chère invitée, Cynthia. Je te laisse te présenter et ensuite dérouler. Ok, ben merci Maëva et bienvenue à toutes. Donc, je m'appelle Cynthia Calatin et je suis consultante en mobilité internationale auprès des entreprises, plus particulièrement PME, PMI. Et j'ai une autre casquette qui est coach en expatriation. J'accompagne essentiellement des femmes afro-caribéennes avec un projet d'expatriation. Et je dirais que mon métier d'aujourd'hui, c'est la suite logique d'une passion qui a commencé par l'anglais quand j'étais plus jeune, les voyages, les séjours linguistiques, qui s'est poursuivi par des études d'anglais où j'étais censée devenir professeur d'anglais, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon domaine. J'ai aimé ces études et c'est en fait à la fin, je voulais avoir une expérience à l'international, mais Erasmus ne me plaisait pas. J'aimais pas les destinations, j'ai vraiment fait un focus sur Londres et je voulais absolument aller à Londres. Donc, du coup, à l'époque, Internet n'existait pas. Donc, on était encore à l'époque du fax et du Minitel et autres. Donc, du coup, pendant une année, j'ai organisé ma propre expatriation. Donc, du coup, je connais le revers, tout ce qui est organisation, préparation, le stress. Donc pendant une année, j'ai cherché un logement toute seule, étudiante que j'étais. Et cette année s'est transformée en 6 années. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de débuter ma carrière à Londres. Et je pense que ce début de carrière à Londres a vraiment formaté tout le reste de ma carrière en termes d'opportunités, en termes de réseau, en termes de sensibiliser aux sujets liés au multiculturel et l'international. Donc, j'ai occupé différents postes à Londres dans l'industrie et dans les télécoms. Et c'est à mon retour en 2003 que j'ai vraiment vu l'impact de cette expérience où, depuis 2003, je n'ai jamais eu de mal à trouver un emploi parce que la maîtrise de l'anglais, parce que la sensibilité internationale. Et donc, de 2003 jusqu'à présent, j'ai enchaîné différents postes, donc de l'assistanat commercial jusqu'à la gestion de projet dans des domaines différents, donc télécom américain, dans l'industrie, parfumerie, arôme alimentaire et autres. Et c'est en 2014 j'ai opéré une reconversion professionnelle dans les ressources humaines et c'est dans le cadre de cette formation que j'ai découvert ce métier niche et expertise qui était la mobilité internationale. Et bien évidemment, ça a résonné avec tout mon parcours parce qu'il y avait de l'anglais, parce qu'il y avait du multiculturel, parce qu'il y avait de l'international. Et dans le cadre de cette reprise d'études en master, il fallait faire un stage. Et c'est lors de ce stage que j'ai effectué dans le milieu de la tech. Donc, j'ai découvert en même temps le monde de la tech plus la mobilité internationale. Donc, j'ai commencé dans cette entreprise en tant que stagiaire où finalement, ils m'ont offert un CDI et je suis restée 8 années et j'ai terminé responsable de la mobilité internationale. Donc, j'ai plongé dans le grand bain
tout de suite dans un monde dynamique avec plein de défis. Et mon rôle, en fait, consistait à accompagner la stratégie de développement de l'entreprise, donc en termes de d'attractivité, d'attraction des talents, fidélisation des talents, ouverture d'entités, épauler les équipes RH et notamment recrutement sur trouver le bon candidat au-delà des compétences techniques, mais aussi des soft skills et des notions d'adaptabilité dont je parlerai plus tard, mais aussi savoir comment on accompagne. Et pour moi, c'est un des leviers clés, et je vais en parler, c'est qu'un recrutement international est différent d'un recrutement classique, dans le sens où la dimension humaine, familiale et autres est encore plus importante, et un talent qu'on recrute de l'extérieur s'accompagne. Donc, toutes les mesures d'accompagnement disponibles, comment trouver les prestataires et autres, et plein d'autres choses. Ceci sur pour une entreprise de 3000 salariés à l'époque sur 25 bureaux à travers le monde, donc tous les pays. Et ce que j'ai appris, c'est que pour que les mobilités fonctionnent, expatriation et autres, il y a des stratégies, il y a des choses qu'on doit mettre en place, qu'on devrait mettre en place pour avoir un recrutement international réussi, mais aussi une expatriation réussie. Et fort de cette expérience, alors je veux dire qu'entre-temps, je suis arrivée en Guadeloupe, c'était pas du tout prévu, Covid ayant précipité un peu les choses, enfin précipité même pas, mais a donné l'opportunité d'arriver en Guadeloupe avec mon CDI. Donc j'étais en télétravail durant 2 années avec cette entreprise, et m'a donné une perspective aussi pas différente, mais a enrichi mon expertise de la mobilité. Et surtout m'a donné envie d'œuvrer en local et toujours à l'international. Donc en 2023, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de devenir consultante. Mais j'avais vraiment à cœur de aussi d'accompagner les femmes, parce que je me suis rendu compte que de tous les talents que j'ai rencontrés, il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui te suivaient, mais peu de femmes, finalement pas parce qu'elles voulaient, mais qui avaient peur de se lancer. Donc, du coup, ça me tenait à cœur d'accompagner les entreprises, mais aussi les particuliers et notamment les femmes. Donc, depuis 2023, je suis à mon compte en tant que consultante et coach en expatriation. Et du coup, c'est en rencontrant Maëva qu'on s'est dit que c'est une thématique qui pourrait intéresser aussi en local, parce que j'ai fait le parallèle entre les problématiques et les enjeux d'un recrutement international ou hors territoire et les personnes qui reviennent au pays. Parce que finalement, que ce soit en expatriation ou en retour au pays, finalement, on passe par les mêmes phases. Et qu'en tant qu'employeur, on doit adresser de la même façon quelqu'un qu'on recrute en dehors du territoire qui peut être issu du territoire, mais quelqu'un qui ne connaît pas aussi. Donc, on s'est dit que ça pourrait être un sujet qui éventuellement pourrait intéresser. Donc, voilà mon parcours et le pourquoi du comment de cette thématique aujourd'hui. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, Manuela, on se connaît. On se connaît effectivement, on s'est jamais rencontrés, mais on est, j'allais dire, on est consoeurs de mobilité. On a échangé sur des sujets de mobilité et notamment de retour au pays. Donc, ça fait plaisir que tu sois là. Donc, voilà qui je suis, ce que je fais et le pourquoi du comment du sujet d'aujourd'hui. Maëva, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je peux... Non, non, en fait, j'allais justement relever ce que Manuela a écrit et j'allais poser la même question que tu as posée si elles avaient des questions justement par rapport à ton parcours avant de commencer le sujet. Pas de questions. Vous pouvez mettre des pouces. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez mettre des pouces dans le chat. Au moins, qu'on sache que vous êtes bien là. Je ne vais pas vous dire de mettre des flammes. Si c'est bon pour vous, du coup, parfait. Si c'est bon pour vous, ben, du coup, on continue. D'accord, ok. Donc, quand on parle de recrutement international ou de recrutement tout court, il faut déjà parler de besoins. Et bien souvent, c'est une étape qui est un peu sous-estimée, des fois banalisée, et en fait, en découle le reste de l'expérience. Et comme je dis aussi aux femmes que j'accompagne, le pourquoi d'une expatriation est important, et l'identification des besoins pour une entreprise est très importante. La raison pour laquelle c'est important, c'est que si on n'est pas au clair et aligné sur les besoins et qu'on les a pas bien posés, il y a des enjeux derrière qui peuvent être financiers, c'est-à-dire que bon, si on fait appel à un cabinet de recrutement ou autre, eh ben, on va dépenser plus d'argent parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut.
Il y a le facteur temps, on va perdre du temps parce qu'on va un peu à l'aveuglette. Il y a aussi une dimension humaine parce qu'on fait venir quelqu'un ou quelqu'un vient d'ailleurs, donc il y a un impact humain. Donc identifier le besoin est crucial. Identifier le besoin, c'est se dire pourquoi à un moment est-ce qu'on est amené à regarder en dehors de notre territoire? Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on a vraiment bien étudié le marché? Est-ce que nos attentes sont pas démesurées? Parce que des fois, on tombe dans les attentes du mouton à cinq pattes et on se dit qu'on trouve pas, mais peut-être c'est que les attentes sont un peu trop surdimensionnées ou ne font pas écho avec le marché en local. Mais toujours est-il que cette identification du besoin est importante. Et en fait, il en découle plusieurs choses. C'est qu'on peut avoir un besoin de regarder en dehors de son territoire pour une raison qui est assez, somme toute, je vais dire banale et simple, c'est que on ne trouve pas en local les compétences. On peut avoir des métiers qui sont très spécifiques, des métiers niches ou des industries spécifiques qui nécessitent certaines connaissances qui ne sont pas disponibles sur le territoire, mais ne sont pas disponibles sur le territoire pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que les formations n'existent pas. Et ça existe pourquoi certaines personnes ont dû partir. Ça peut être parce que la technologie ou les compétences ont évolué et qu'à ce moment-là, il n'y a pas les compétences, ou peut-être qu'il y a peu de compétences en local, donc ça peut être une des raisons. Ça peut être aussi parce qu'on veut profiter pour faire revenir des personnes du pays qui sont parties à l'extérieur et qui ont envie de revenir. Et je pense que on l'a toutes vu avec Covid, il y a eu un vrai engouement pour le retour au pays. Donc c'est aussi l'opportunité quand on s'ouvre à l'extérieur de dire que parmi ces personnes, parmi ces éventuels candidats et futurs collaborateurs, ça peut être aussi des personnes du pays. Ça peut être aussi avoir envie d'avoir des compétences totalement venant de personnes qui ne sont pas issus du pays, qui ont une vraie, qui pour le coup sont internationaux ou étrangers et qui ont justement cette expertise ou comment dire, qui abordent le business d'une façon différente. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les entreprises qui utilisent la diversité comme un levier, quand elles le font bien, c'est un levier qui est très fort. Parce qu'avoir au sein d'une même équipe des personnes de nationalités différentes, de visions différentes, est une vraie richesse. Parce que ça renforce, alors je pense qu'en termes de puissance, il y a la puissance de l'équipe, mais il y a aussi cette façon un peu innovante de voir les choses. Et il y a aussi la dernière raison qui est qu'on peut avoir envie de s'internationaliser. L'entreprise peut se dire à un moment, j'ai pas envie d'œuvrer que sur mon territoire en local, j'ai envie et besoin de m'ouvrir aussi. Alors ça peut être en régional, ça peut être un peu plus loin. Donc, du coup, je regarde à l'extérieur parce que j'ai envie de m'attaquer à un certain territoire et justement avoir une personne venant de ce pays-là, ça peut être une force. Donc, je dirais cette première étape d'identification des besoins et surtout de bien prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière est importante. Alors, quand je dis enjeu, c'est pas le fait de dire que c'est compliqué de recruter à l'international ou en dehors du territoire, c'est juste qu'il y a des dimensions peut-être plus importante à prendre en compte, notamment la dimension culturelle que je vais aborder par ailleurs. Donc la première étape, c'est voilà, pourquoi je veux regarder en dehors du territoire. On peut passer à la slide suivante. Une fois qu'on est bien aligné, et j'allais dire, dans cette identification du besoin, j'ai oublié un élément important, c'est de sonder aussi, et ça, c'est pas souvent fait, les bonnes parties prenantes. Parce que des fois, quelqu'un peut identifier le besoin, mais c'est pas nécessairement toutes les personnes qui sont impactées par ce recrutement qui vont prendre parti. Donc pour moi, c'est important que toutes les personnes qui vont interagir avec ce recrutement-là soient alignées sur le besoin et aient les mêmes critères pour pas qu'il y ait une dissonance. Donc une fois qu'on a identifié ce besoin, c'est trouver la bonne personne. Trouver la bonne personne. Alors effectivement, il y a peut-être pas des fois de candidature faite, mais c'est qu'est-ce qu'on va trouver. Donc effectivement, il y a les compétences, donc ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques liées au métier et à l'industrie, mais il y a aussi les soft skills. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu notamment chez les ingénieurs, mais pas que, c'est que souvent, et c'est normal, chacun ses connaissances, les recruteurs étaient très focus sur l'aspect technique. Sauf que
lorsqu'une personne vient d'un autre pays, au-delà de ses compétences techniques, il y a la faculté de la personne à s'adapter. Parce que cette personne-là va s'adapter ou devoir se réadapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, un environnement de travail. Et tous ces éléments-là vont avoir un impact sur son intégration, sur sa performance et sur aussi la qualité du recrutement. Donc, c'est aussi au-delà de ce candidat ou cette candidate est bonne, elle a les compétences que je recherche, c'est aussi pouvoir évaluer si cette personne sera à même d'intégrer l'entreprise. Ça peut être en termes de valeur d'entreprise, ça peut être par rapport aux équipes, comment le manager fonctionne, parce que là aussi, un manager qui n'est pas peut-être sensibilisé à la dimension culturelle, ça peut être compliqué. Donc c'est voilà, ce candidat ou cette candidate-là, au-delà des compétences techniques, est-ce qu'il est bon? Et aussi, comme je le disais, la dimension culturelle et l'adaptabilité. Parce que bien souvent, je l'ai vu, que ce soit des Français qui retournent en France ou des Antillais qui retournent dans leur territoire, le pays a changé. Donc, des fois, on a quitté un pays d'une façon, on le retrouve d'une autre façon. Et donc, des fois, il faut se réadapter. Et souvent, on sous-estime, on se dit que bon, bah, la personne connaît, donc forcément, ça va être simple. Alors que non, la personne a connu peut-être le pays d'une certaine façon. Entre-temps, la personne a connu d'autres expériences. La personne est partie, je dirais, peut-être en étant étudiant, revient en étant salarié avec une expérience. Donc, l'adaptation ne sera pas la même. C'est aussi reprendre contact avec la famille. Pour la personne qui ne connaît pas, et je le vois en Guadeloupe, mais pas que, c'est de se dire, oui, mais bon, c'est facile, c'est la France. Non, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane, nous sommes des départements ou des régions françaises, mais nous, dans le fonctionnement, nous avons notre propre spécificité. Et souvent, cette notion d'adaptation, d'adaptabilité dans un contexte culturel est très importante. C'est aussi la communication culturelle. C'est, je recrute quelqu'un issu d'une culture différente, ou je recrute quelqu'un qui a une expérience différente. Comment je suis à même de prendre ces spécificités-là en compte? La communication sera différente. Donc vraiment, l'adaptation, l'adaptabilité est un facteur clé à prendre en compte lors du recrutement. Mais je dirais aussi d'un point de vue candidat, de se dire que voilà, j'ai mes connaissances, j'ai mes compétences, je vais aller dans un pays que je ne connais pas, qui fonctionne différemment. Comment je m'adapte? Ne pas sous-estimer. Parce qu'effectivement, c'est un flot d'informations euh, qui arrive et qu'il faut gérer. C'est comment je gère des nouveaux repères au quotidien, comment je gère des nouveaux repères dans l'entreprise et en même temps, comment je suis une bonne recrue. Comment je peux monter en compétences. Et ça fait beaucoup. Que ce soit d'un point de vue candidat ou d'un point de vue entreprise, c'est beaucoup. Et pour vous partager aussi mon expérience, c'est que là, je fais des simulations d'entretien. Dans les simulations d'entretien que je fais avec certaines personnes qui vont notamment au Canada, je leur pose la question de l'adaptabilité. Est-ce qu'ils ont déjà vécu à l'étranger? Comment ils vont gérer ces premiers mois? Parce qu'on va leur poser la question. Quand vient la fameuse question où on se voit dans 2, 3 ans, il faut savoir y répondre. Donc, c'est même dans la préparation, comment je me projette. Euh, je dirais, un candidat averti en veut deux. Et c'est aussi le rôle de l'employeur de se dire, ben voilà, au-delà de toutes ces compétences, comment je m'assure que la personne est prête? Pas dans l'idée de décourager, mais dans l'idée de, on accepte l'expérience, comment elle va être. Et c'est aussi aligner les attentes. Être transparent dans la communication parce que des fois côté employeur des fois tout n'est pas bien communiqué, que ce soit les évolutions possibles, que ce soit la clarification des conditions de travail, que ce soit peut-être envisager les différentes problématiques, et des fois ce manque d'alignement des attentes peut faire que la personne va peut-être dire oui et sur le coup on se rend compte que c'est pas bon. Et c'est vrai que des oui, Tu m'entends? oui, là j'entends. Désolée, j'aurais une question en fait, parce que tout à l'heure, tu as parlé du fait que, je me permets, parce que Oui, oui, après, je bien sais sûr. qu'il y a tellement de choses et du coup, c'est pour rester sur ce sujet-là. Tu as parlé du fait que, effectivement, la personne est peut-être partie en études, elle Hmm, revient avec de nouvelles compétences et tout.
le pays a changé, enfin le territoire a changé, mais elle revient aussi potentiellement avec une famille. Est-ce que Tout à trouver fait. le bon talent, par exemple, c'est forcé. Alors, on parle de bon talent, pardon, avec les connaissances, les compétences et le savoir-être en entreprise, mais est-ce qu'un bon talent, c'est aussi une personne qui a une vision pour, j'ai envie de dire, sa, pour sa vie, justement. Et donc, comme tu as donné l'exemple, quelqu'un qui arrive à se projeter à l'endroit où elle prospecte, elle candidate. Est-ce que le bon talent, c'est quelqu'un qui, en plus des compétences, peut se projeter là où, où Ben elle... oui, ben complètement, ben c'est un projet de vie, hein, l'expatriation ou le fait d'aller voyager, c'est un vrai projet de vie. Donc, faut se dire que la En personne, tant que moi, RH, on va prendre ça vraiment quand nous, en tant que RH, si la personne ne peut pas se projeter en Guyane, en Guadeloupe ou en Martinique et qu'elle attend juste que ce soit nous qui lui donnons des solutions, est-ce qu'on peut se dire que ça peut rentrer en compte ou pas dans le recrutement, par exemple? faut que ce soit donnant-donnant. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que quand je participais au recrutement, souvent, je disais, attention, si ce candidat-là a une famille et qu'il en parle, attention à l'intégration du conjoint. Comment je fais pour que le conjoint soit pris en compte dans les mesures d'accompagnement? Parce que forcément, quelqu'un qui fait la démarche en famille de partir ou d'aller s'installer ailleurs, c'est un vrai projet de vie. Donc, du coup, le processus décisionnel sera déjà beaucoup plus long. Les critères de sélection des entreprises sera aussi différents parce que forcément, il ou elle va se dire, OK, d'accord, moi j'ai un poste, mais qu'en est-il de mon conjoint? Qu'en est-il de mes enfants? Donc, il va se projeter sur, ben voilà, je suis plus enclin à signer, et ça j'en reparlerai, je suis plus enclin à signer avec une entreprise qui va m'accompagner et je lui serai plus fidèle parce que je sais qu'elle a investi sur moi. Donc, On mais a c'est vrai que qui a mis en commentaire sur le chat que, pour suivre ce que oui, tu disais, une connaissance du coût de la vie chère dans les DOM, par exemple. tout à fait. Et c'est pour ça quand je dis que quand on recrute en dehors du territoire, mais que ce soit encore une fois quelqu'un qui revient au pays, quelqu'un qui ne connaît pas le pays, c'est tous ces aspects-là qu'il faut sonder, enfin sonder entre guillemets. Parce qu'effectivement, il y a parce que moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, oui, je connais la Guadeloupe ou je connais les Antilles en vacances. Attention, comme je le dis pour le mais je dis pour toutes les destinations, une destination vacances n'est pas nécessairement une destination dans laquelle on pourra vivre. C'est pas pareil. Les désagréments de 3 semaines en vacances de coupure d'eau d'électricité n'ont pas la même saveur que quand c'est au quotidien. Les embouteillages pour aller à la plage n'ont pas le même goût que quand c'est tous les matins pour aller travailler et déposer les enfants. Donc, j'ai toujours attention, et c'est là aussi où, en tant que recruteur ou RH et autres, on doit être très vigilant sur la perception que les gens ont et les attentes. De pas se dire, ouais, super, c'est lui sous les cocotiers. Oui, mais pas que. C'est aussi une réalité qui est différente. Et c'est aussi là de sensibiliser sur le fait que ce sont les territoires français, mais avec leurs spécificités. C'est la France, mais c'est pas la France. Sur le papier, c'est Marine la a France. dit aussi, pour dans la définition du bon talent, quelqu'un qui a un fort taux d'adaptation ou de résilience, sachant qu'il y a Ah, toujours un minimum de surprise. ah oui, ah oui. Alors pour moi, très clairement, hein, si quelqu'un me dit j'ai envie de partir à l'étranger, mais je suis pas très à l'aise avec le changement, je stresse beaucoup, j'ai du mal à m'adapter, red flag. Je le dis tout de suite, faut prendre le temps. Parce qu'effectivement, s'il y a bien quelque chose qui teste particulièrement, c'est le fait de vivre ailleurs. Parce que ça secoue, c'est une expérience qui est très enrichissante, humainement, professionnellement, mais qui secoue. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le pourquoi de la personne. Pourquoi on part? Quand on a des raisons qui sont un peu, je sais pas, fuir par exemple, fuir une famille n'est jamais une raison, je dirais pas que c'est pas une raison suffisante. Parce que quand ça va secouer, on se rattache à son pourquoi. Donc, effectivement, la résilience, pour moi, c'est vraiment un facteur clé non négociable. Parce que même quand on est résilient, pour autant, c'est pas simple. Mais c'est vrai que savoir qu'on est résilient, qu'on sait s'adapter, qu'on est attentif, qu'on sait observer l'environnement dans lequel on est, qu'on est capable de prendre en compte la différence, pour moi, ce sont les qualités qui font que on est un bon candidat pour l'international. Et ça, c'est en plus des compétences techniques.
pour rentrer à la maison, ça fait Et partie en ça, des... mais oui, mais complètement, parce que moi, j'échange beaucoup avec des fois, ils sont déçus. Mais comme j'ai dit, en plus, des fois, on n'a peut-être pas eu l'expérience aussi. On est parti avant d'avoir l'expérience professionnelle. Donc, du coup, et souvent, on se dit, ouais, mais comme on a une expérience à l'international, forcément, entre guillemets, on nous attend les bras tendus. Oui et non. Des fois, les employeurs sont bien contents d'avoir les compétences, mais des fois ne sont pas réceptifs à ce que la personne peut apporter. Donc, c'est vrai que ce soit un retour au pays ou quelqu'un qui arrive, oui, ça demande. Alors, des fois, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de patience aussi, mais l'adaptation des deux côtés. Des deux côtés. Mais c'est vrai, moi, ce que je veux souligner, c'est que la personne peut arriver avec beaucoup à apporter. Et des fois, certaines entreprises, alors pour certaines, hein, veulent ce côté novateur et ces nouvelles compétences, mais veulent pas certaines choses, oublient Ouais, ne sont certaines pas choses. prêts à tout chambouler. Voilà. Sauf que Et voilà, d'ailleurs, ça relève quelque chose qui est intéressant par rapport à ce que tu es en train de dire, qu'effectivement, elle observe que sur les offres d'emploi sur la oui, Guadeloupe, mais je pense que c'est à peu près les mêmes types d'offres d'emploi sur la Guadeloupe et sur les Antilles en général et la Guyane, euh, qu'on ne voit pas, par exemple, les dimensions stratégiques et développement RH. Alors que souvent, c'est ce qui peut éventuellement attirer les employeurs sur les CV, en fait. Et c'est ce qui va faire la différence, mais ils ne le mentionnent pas forcément dans l'offre d'emploi. Et donc, du coup, est-ce que ça rejoint ce que tu dis que, effectivement, ils ont pas, ils sont prêts, enfin, ils veulent, mais ils sont pas forcément prêts à tout changer pour autant, les employeurs en tout cas. après, oui, alors, j'allais dire oui et non. Il y a aussi une réalité, c'est le marché local. C'est que le marché local est constitué de petites entreprises, donc ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, du coup, j'allais dire pour quelqu'un qui est RH, qui a eu une expérience aguerrie à l'international avec un poste à dimension beaucoup plus large, le fait est que de manière concrète, quand on voit les annonces, très souvent, c'est de la paye, c'est du recrutement, des fois de la GPEC, un peu, mais tout dépend de la structure. Donc, si c'est une structure qui a des bureaux ailleurs, peut-être qu'il y aura des postes à dimension plus large. RH, hein, je parle, hein. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de PME aussi, ou de vraiment petites structures. Donc, des fois, c'est une personne qui occupe aussi ce poste de RH. Oui, Manuela. Oui, justement, ben, j'adorais que tu parles justement de cet aspect PME, petite entreprise, parce que justement, au Québec, souvent le monde n'est pas au courant, mais quasi 90% ce sont des petites entreprises, ce sont des PME, et Mm. ça n'empêche pas d'avoir cette envie de vouloir développer les compétences, Ouais, de vouloir, tu sais, ouais, c'est travailler pas la même la chose. Ouais, ouais. ouais. Donc, c'est là qu'on a le Alors, côté culturel. tout à fait. Alors, je pense il y a le côté culturel, il y a une vision qui n'est pas la même, l'histoire n'est pas la même non plus. On n'a pas la même histoire. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un petit côté un peu frileux certaines fois des entreprises ici. Alors, il y a la maturité du marché. Il y a aussi la peur de voir des choses qui sont nouvelles. Donc, on se dit, ah, on n'est pas prêt pour. Donc, du coup, c'est un peu dommage parce que les personnes qui arrivent avec des choses nouvelles, qui pourraient éventuellement, c'est même pas éventuellement, très probablement faire avancer plus vite, les entreprises sont un peu réfractaires parce que c'est juste qu'elles ne connaissent pas. Et des fois, ce fait de se dire, je me mets, alors pas en danger, mais déjà de se dire, c'est quelqu'un de l'extérieur qui m'apprend, ça peut être des fois un peu gênant ou inconfortable pour certains, mais aussi le côté je ne connais pas. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'éducation aussi et de sensibilisation à faire. Et c'est pareil, je pense que Manuela, tu me rejoindras là-dessus, c'est pareil pour la mobilité. Des fois, les entreprises disent, ah ouais, mais ça ne me concerne pas, jusqu'au moment où ça concerne en fait. Et il y a tout ce travail en amont d'éducation et de sensibilisation sur, oui, mais en fait, par exemple, là, sur ce sujet-là d'aujourd'hui, on parle de mobilité internationale, les gens vont voir aller loin. Alors que non, ça peut être aussi, c'est recruter en dehors du territoire. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation et d'information. Et là-dessus, je suis d'accord, il y a une part la mentalité, le regard sur la fonction qui est complètement différent aussi, le rapport au travail qui est complètement différent. Il y a un contexte local qui fait que, voilà, on peut avoir du mal parfois, je parle des fonctions RH plus particulièrement, mais pas que, on peut avoir du mal à trouver des opportunités, des postes à la hauteur de ce qu'on aimerait faire.
Et Manon rajoute, donc c'est un état d'esprit aussi. Et Marilyn, que bah, du coup, un marché avec plus de PME, même de TPME, j'ai envie de dire, bah, demande effectivement plus de polyvalence. Et moi, je voulais rajouter en plus que, effectivement, tu parlais de mobilité internationale, on pense que c'est très loin, mais par exemple, pour la Guadeloupe, ça peut être de recruter un profil qui est à la Dominique, Martinique, ça peut Complètement, être Saint-Lucie, la Guyane, ça peut être au complètement. Suriname ou au Brésil. Et c'est vrai qu'on a souvent des préjugés à se dire oui, il faut que j'aille dans un pays, voilà, alors que souvent on peut avoir des ressources humaines compétentes juste à côté en fait. Et ça Et reste de dans- la mobilité internationale. Alors je Tout à fait. dis, j'ai donné l'exemple de ces pays, mais ça peut être des locaux qui ont été s'installer dans ces pays-là et qui du coup doivent revenir Oui, aussi. Donc voilà, on a tous ces cas de com- figure. ouais, complètement. Et je pense qu'il faut exploiter le bassin caribéen. Et je le dis aussi aux étudiants avec qui j'échange. Je leur dis, mais bien souvent, c'est pas la peine d'aller loin, hein. Il y a des très bonnes universités dans le bassin caribéen. Donc, quand je parle de mobilité, je dis c'est pas la peine de traverser l'Atlantique ou un océan pour aller étudier. Ça peut être effectivement aller à l'université de la Jamaïque, ça peut être, et ça reste quand même une expérience internationale parce que nous sommes proches, mais nous sommes différents aussi. Donc, c'est vrai que cette C'est ça. dimension internationale, elle est proche, mais elle peut être loin. Et je voulais revenir sur le marché PME plus de polyvalence. C'est vrai aussi parce que je vois par rapport à quand je suis dans la tech, c'est clair que je n'aurais jamais, en fait, pour moi, c'était un crash course. Je n'aurais jamais appris autant de choses si j'avais été dans une grande structure. Parce que mon paramètre aurait été limité de A à C et un tel aurait fait de D à F et un tel aurait fait. Donc, ça offre beaucoup de polyvalence. Complètement. Mais il y a aussi j'allais dire le gérant aussi, enfin la personne comment dire ça, la direction, le directeur de la structure aussi. Quelle est sa vision aussi du poste? Mais c'est vrai que ça permet d'avoir plusieurs casquettes. Ben, c'est Donc, le pourquoi de rencontrer RH+, hein, c'est sans faire de publicité. C'est aussi de pouvoir lancer des petits cailloux pour que les oui, graines, bien sûr. même pas des cailloux, des graines, pour que du coup ça puisse germer dans l'état d'esprit collectif, parce que mine de rien, il y a énormément de choses qui sont bloquées, on ignore pourquoi. Et tous ceux qui sont à l'extérieur le regardent de l'extérieur et tous ceux qui sont à l'intérieur se regardent en se disant mais pourquoi? Donc là, l'idée, c'est vraiment de connecter le tout, quoi. Oui, C'est oui, vrai que bien la sûr. Et puis, méditation traditionnelle, c'est, je pense, un pan qu'on ignore trop souvent. oui. Et en plus, je pense que nous tous, on l'a vu, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un gap entre toutes les annonces qu'on voit en local, donc des entreprises qui disent, ben, on trouve pas, et des fois, toutes les personnes qui sont à l'extérieur qui disent, ouais, mais je trouve pas. Donc, entre deux, il y a une espèce de fossé. Des fois, qu'il y a un mélange de, comme je dis, hein, des fois, il y a la marque employeur, parce que c'est ça aussi, hein, pour attirer les talents et autres. Comme on dit, hein, on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre, hein. Il y a ça aussi, c'est que des fois, les entreprises, il y a tout un travail qui n'a pas été fait aussi. Il y a tout le côté attractivité aussi. C'est qu'on ne trouve pas, des fois, c'est que la communication n'est pas assez claire, la marque employeur n'est pas bonne, donc forcément, ça n'attire pas. Donc, il y a aussi un espèce de fossé où il faut aussi se rejoindre, mieux communiquer pour que bah, les gens qui ont envie de revenir puissent le faire avec des attentes, entre guillemets, réalistes, parce qu'encore une fois, c'est encore différent. Donc oui, on peut être cadre et gagner 4 000 euros, bah, peut-être qu'on va pas les gagner quand on revient en pays. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut brader ses compétences. Attention. Là-dessus, je suis assez, voilà. Et tout comme côté employeur, c'est de se dire, bah, si à un moment je fais appel à quelqu'un qui a des compétences que je recherche vraiment et que je reconnais en cette personne-là le candidat que je veux, eh ben, je fais ce qu'il faut pour non seulement attirer la personne, c'est bien beau, mais la garder. L'enjeu, c'est ça aussi, hein, c'est de garder. Donc voilà, donc ça, c'est sur la partie trouver la bonne personne. Et après, c'est aussi sur la prochaine slide, c'est sur bah, comment réussir l'accueil et l'adaptation. Et ça se réfléchit en amont, ça se pense. Moi, ce que je veux dire, c'est que le tout, c'est qu'il y ait une transition en douceur pour une montée en compétences, alors rapide, je sais pas, mais encore une fois, qui se fasse de manière fluide. Pour moi, ça passe aussi par préparer les équipes en local, parce que ça, je l'ai vu chez certains managers, dans mon ancienne entreprise, mais pas que, où des fois, on se dit oui, on va prendre quelqu'un, machin et tout, mais le manager il n'est pas sensibilisé au fait que bah, on ne communique pas
par exemple avec un collaborateur russe ou espagnol, comme on communique avec un Français. Donc, c'est aussi sensibiliser l'équipe en local, de dire, voilà, bah, la personne vient d'une autre culture ou la personne bah, revient au pays, a eu une expérience différente. Ça ne veut pas dire qu'on doit les traiter différemment. Ça veut juste dire qu'on doit prendre ça en considération. Et que la personne, elle arrive aussi avec plein d'autres choses à gérer. Alors, certes, ils ne sont pas la priorité de l'employeur, mais qui font partie de l'intégration. Donc, c'est aussi comment on se prépare en interne. Donc, je vais parler de l'accompagnement plus tard, mais c'est en interne, ça peut être, ben, moi, j'avais mis en place, ça peut être du mentorat. Ça peut être ben, avoir un ou une collègue qu'on désigne ben, qui sera un peu, alors pas le confident, parce que ça dépend de propos, mais ça peut être la personne vers qui se tourner quand on a un souci. Ça peut être des formations interculturelles, ça peut être du parrainage. Et je pense aux Antilles, ben, ça peut être la personne qui ne connaît pas du tout le pays. Ça peut être d'organiser bah, des petits événements pour parler de la culture, pour parler d'autres choses. C'est pas la peine de dépenser beaucoup d'argent, mais c'est juste pour dire que ça participe à l'intégration du collaborateur, ça participe à la réussite de l'accueil et l'adaptation. Et quelqu'un qui, un candidat, mais qui devient maintenant collaborateur, voit que bah, tout est mis en œuvre pour son accueil, et pour moi, l'accueil, ça se prépare même dans l'accompagnement. Pour moi, l'accueil, c'est même dans l'expérience salariée, c'est déjà l'accueil. Parce qu'on juge déjà, on évalue déjà, parce qu'on se dit, hein, si avant même d'intégrer l'entreprise, c'est comme ça, qu'est-ce que ça va être? Donc pour moi, l'accueil se passe même avant même que la personne arrive. On Cynthia, soigne. j'ai trouvé des endroits, enfin des entreprises à dimension internationale, certes, qui du coup ont Mhm, l'habitude de faire des intégrations adaptées, j'ai envie de dire, qui par mhm. exemple en Guyane font, bon après c'est parce qu'ils recrutent régulièrement, donc du coup ils font par exemple en Guyane, je sais, euh, un carbet tous les 3 ou 6 mois. Tout le monde avec les nouveaux, les anciens, pour que tout le monde C'est puisse entre eux exactement ça. connaître, connaître un peu les spécificités avec soit une initiation au tressage de panier pour avoir un lien avec la communauté amérindienne ou je sais plus Complètement. si c'était un truc avec la pagaie. Enfin voilà, c'était un exemple d'intégration que j'ai en tête pour la Guyane. Et pour la Guadeloupe, c'est par exemple une journée de découverte de Palais Sainte, de Marie-Galante. Et en fait, je me suis rendu compte effectivement que, parce que moi, je le voyais plus comme un moment de cohésion, mais en réalité, c'était vraiment pour eux, dans leur principe d'accueil des nouveaux, pour qu'ils puissent commencer à voir et, j'ai envie de dire, s'adapter à la réalité Mhm. locale. Et j'avais vu qu'il y avait, notamment pour Marie-Galante, j'avais vu qu'il y avait eu un point particulier qui avait été fait pour le retour au pays. Donc, ça veut dire même pour ceux Ben qui oui, connaissaient, qui complètement. étaient issus de la Guadeloupe, ils avaient limite demandé aux nouvelles recrues locales qui venaient d'arriver Mhm. d'être vraiment présentes. Autant les autres, ils les avaient invités sans appuyer leur présence, mais pour les retours au pays, on leur avait dit, on tient à ce que vous soyez vraiment là. Et donc, du coup, Oui. je me suis dit, c'est vraiment pas mal comme idée d'intégration, mais tu penses que ça peut suffire ou au contraire, ça peut faire Alors, l'affaire? pour moi, alors, ça peut surtout dépendre de la taille de la structure, mais moi, pour moi, c'est un bon départ, surtout, c'est un bon signal. Ça veut dire que, déjà, il y a la dimension d'inclusion, déjà, et de dire, je vous accueille. Et ça, et en plus, moi, ce que je sais, c'est que le meilleur ambassadeur, c'est un salarié qui est content, hein. Parce qu'un salarié qui est content, à la limite, même pas de problème de programme de cooptation, c'est lui qui ira vanter l'intégration d'entreprise et qui donnera envie à d'autres personnes de venir. Et moi, je trouve ça génial. Moi, je sais ce que j'avais fait dans mon ancienne entreprise, c'est que j'avais fait c'est-à-dire un International Day. Et en fait, c'était un mélange de formation multiculturelle et aussi d'intégration où tous les nouveaux internationaux venaient et j'avais fait en sorte que les conjoints viennent et les enfants aussi pour partager leurs premières expériences à Paris, partager les bons plans, les choses qui les ont étonnés. Je faisais venir leur RH aussi. Et c'était un vrai moment de cohésion et ça permettait des fois aux conjoints qui avaient perdu tout repère, qui connaissaient personne, de se connaître entre eux, d'organiser des sorties. Et justement, et après, je faisais venir les anciens. Donc c'était un peu comme un prétexte, entre guillemets, pour se réunir, mais qui en fait participait aussi à l'accueil et l'adaptation. Et ce que tu disais par rapport au retour au pays, c'est hyper important parce que, encore une fois, on peut ne pas avoir travaillé
en local. Donc, c'est totalement nouveau. Et je trouve que ça fait aussi le fait qu'on n'est pas, on n'adresse pas différemment quelqu'un qui revient, quelqu'un qui arrive. On dit juste que c'est un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice qu'on accueille dans un environnement. Et ça, je trouve que c'est pour ça que quand on peut me dire oui, mais mettre des mesures en place, ça coûte cher. Ça, typiquement, je dis pas que c'est gratuit, mais le fait d'avoir une petite initiative, un petit, entre guillemets, canari contré, petit déjeuner, ça aussi on le faisait. Chacun rapporte un petit truc. C'est un petit moment convivial, mais qui participe à l'intégration. Ça peut être un petit livret. Je l'avais fait aussi, le petit livret. Ça peut être un petit livret avec, nous, on avait fait les moyens de transport, le théâtre, ben, ça peut être en local, les choses à faire. Des choses aussi, entre guillemets, banales, mais qui, lorsqu'on arrive ou quand on revient, font la différence. C'est un petit peu le wow factor, en plus des mesures d'adaptation qui coûtent un peu plus cher. Mais pour moi, ça participe à une bonne intégration, à une marque employeur qui est renforcée et surtout à un début de fidélisation du collaborateur. Et aussi, un conjoint, quand le conjoint est intégré, un conjoint heureux. Parce que s'il y a bien un facteur de capotage, si je puis dire, ou d'échec dans l'expatriation, c'est un conjoint qui n'est pas intégré. Parce que souvent, je disais, happy spouse, happy relocation. Quand le conjoint est content, tout va bien se passer. Parce que quand le collaborateur rentre à la maison et que le conjoint est frustré parce qu'il a dû quitter son travail, parce qu'il ou elle a dû quitter son environnement, machin et tout, ça déséquilibre. Donc, quand tout le monde est content, tout le monde se sent intégré, ça se passe 1000 fois mieux et tout le monde est gagnant. Exemple de réussite d'intégration, mais toi en plus tu l'avais en plus du côté de la conjointe, c'est ça? Oui, eh ben, du coup, moi, alors je veux dire, ça m'a aussi encouragé à adresser aussi les particuliers. C'est vrai que moi, alors, j'ai vraiment eu un rôle, et peut-être que Manuel, ça va faire écho. J'ai été RH, mais slash assistante sociale, slash couple counseling, parce que du coup, bah, j'avais souvent les conjoints bah, qui m'appelaient parce qu'ils n'étaient pas bien, quoi. Et moi, ce que j'ai aimé dans mon rôle, c'était d'être un peu le lien entre bah, le candidat et le RH, et des fois de dire warning, là, il y a un conjoint qui est pas bien, potentiellement quelqu'un de ton équipe va pas être bien, donc potentiellement extra care. Et justement, j'ai adoré ce rôle-là, d'être RH sans être RH, et pareil dans le processus de recrutement, d'être la voix qui entend ce que le recruteur n'entend pas, d'entendre les préoccupations, ce que les conjoints des fois venaient, et d'entendre l'anxiété du conjoint, et de dire, ouais, le candidat est super motivé, mais moi, ce que j'entends, c'est un conjoint qui est angoissé. Moi, ce que j'entends, c'est un conjoint qui veut être considéré. Et du coup, l'intégration du conjoint, pour moi, c'est clé, hein. Voilà. Donc oui, j'ai Et été... ça a été justement par rapport à ça. Alors, Marilyn qui dit RH slash assistante sociale slash psycho, parce que c'est vrai qu'on est en même temps et tout psychothérapeute. ça, complètement, complètement. C'est ce qu'on Mais aime et c'est ce qu'on déteste parfois. On aime et on déteste. Parfois, on se dit, ah ouais, mais c'est pas mon rôle. Mais en même temps, on choisit ces métiers-là pour l'humain. Même si, bon, bien souvent, on est vu comme, voilà, mais on choisit aussi pour le rapport humain. Et mobilité, je dirais que le poste de mobilité internationale expatriation est encore plus dans l'humain parce que tout le monde ne bénéficie pas de l'expatriation. Donc, c'est vraiment les happy few. Donc, c'est vraiment un petit cercle de salariés. Donc, le rapport, je dirais, des fois, est encore plus puissant avec le salarié quand on est en mobilité internationale. En est-ce que fait, tu aurais je peux donc... renforcer ce que tu disais justement, Cynthia, c'est que RH, on a l'impression qu'on a beaucoup d'informations confidentielles, mais au final, mobilité internationale, on rentre tellement dans la vie privée pour C'est vraiment ça. pouvoir les accompagner qu'au final, il y a vraiment pas mal d'informations. C'est là qu'on se rend compte que l'enjeu, j'essaie de transposer certains éléments pour aussi la mobilité interne ou Complètement. voilà, tout à fait. Élargir à l'aspect RH plus en général, puisque le besoin reste au final pour... On est tous des êtres humains, donc tout le monde peut Mhm. avoir le même besoin. Oui, et c'est vrai on tisse des liens. C'est vrai que des fois, alors du coup, ce qui me valait des fois en réunion, d'entendre des atrocités sur quelqu'un, généralement VP, que moi j'ai accompagné, et moi j'avais une vision, mais peut-être d'un nounours, qui en fait était un tyran. Puisque moi, j'ai accompagné cette personne-là et cette famille-là, donc je l'ai vu différemment. Donc, et c'est vrai qu'on les accompagne dans un moment de vie qui est important. Et du coup, mon rôle, et ça j'insiste beaucoup là-dessus,
Oui, c'est qu'on ne le voit pas comme des candidats et comme souvent je dis, c'est pas un chiffre. Par exemple, quand on minimise l'immigration, souvent je dis oui, mais vous dites en tant que recruteur, c'est pas grave, je peux trouver un autre candidat. Non, non, là c'est une vie en fait. Sensibiliser sur, c'est quelqu'un qui potentiellement vous mettez en cause et en danger sa présence sur le territoire, l'employabilité, celle de sa famille. Donc, mon rôle aussi, des fois, c'était de rappeler ça, mais le côté accompagnant de vie, oui, des fois, on a des super cadeaux parce qu'ils sont super touchés. Et c'est que moi, c'est ce que j'aime dans ce rôle-là, entre autres. Et je voulais te demander du coup des clés pour justement tout ce qui est compagnon, famille éventuellement, pour favoriser justement cette intégration Mhm, des compagnes, des compagnons et des mhm, enfants. Puis quelles sont les clés auxquelles on pourrait penser? Parce que bon, des fois, on va se dire, on va tout faire, on va leur trouver une école, on va chercher, on va faire ci, on va faire ça. Sauf que bon, l'idée aussi, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure là, un bon talon, c'est des compétences, des connaissances, savoir-être, mais aussi et surtout une personne qui est prête à se projeter là où l'entreprise est. Et donc, du coup, est-ce que dans l'intégration, il faut tout faire, penser à tout, ou au contraire, il y a des choses auxquelles, des points clés sur lesquels il faut se focus, et puis le mhm, reste, laisser à la personne à la charge de le faire pour déjà pour poursuivre sa démarche, mhm. qu'elle se l'approprie, et puis aussi pour qu'elle, entre guillemets, soit maître de son destin, j'ai envie de dire. Oui, oui. Justement, on va passer à la slide 4 sur l'accompagnement. L'accompagnement, je dis souvent, ouais, la dernière slide. Du coup, que l'accompagnement, c'est vu souvent comme un coût, mais en fait, non, c'est un investissement. Parce que un collaborateur qui est accompagné, mais aussi dont on accompagne la famille, ça réduit le turnover. Merci pour la transition, Maïva. Ça réduit le turnover et aussi ça réduit l'échec de l'expatriation. Le collaborateur ou la collaboratrice qui est déchargé de la charge mentale de tout ça, ben, peut se concentrer totalement sur son poste. Et aussi, ça a un impact positif sur la marque employeur. Donc, pour revenir à ta question et sur les mesures d'accompagnement, je dirais quand il y a conjoint, alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est que oui, ça représente quand même de l'argent. Tout dépend des capacités financières et budgétaires de l'entreprise. C'est pour ça aussi que je préconise, quand on se lance dans un recrutement à l'international, de se poser la question de combien d'argent on veut mettre. On veut et on peut mettre. Parce que des fois, ça peut nécessiter ça. Donc, pour moi, le conjoint, si on a selon le budget, ça peut être soit ce qu'on appelle un cabinet d'outplacement. Donc, c'est un cabinet qui est en charge d'aider le conjoint à retrouver un emploi. Ça peut être ça. Mais ce que nous, on avait fait, et c'est moi j'ai aimé cette proximité avec les recruteurs, c'est qu'on avait fait en sorte que les conjoints qui étaient dans une démarche, que c'était pas toujours le cas, les conjoints qui étaient dans une démarche de chercher un emploi, vu que nos propres recruteurs avaient leur réseau, donc on offrait la possibilité aux conjoints de donner leur CV à nos recruteurs, ce qui fait que parfois les conjoints étaient recrutés dans la même entreprise ou que les recruteurs faisaient passer à des confrères dans d'autres entreprises. Donc là, pour le coup, ça coûte rien à l'entreprise. Donc pour moi, il y a selon le projet du conjoint, ça peut être l'accompagner dans la recherche d'un poste. Donc comme je dis, soit par le biais d'un cabinet, soit en interne avec les ressources, enfin, les recruteurs. Ça peut être tout ce qui est côté social, mettre en contact avec, alors selon les pays, Alliance française ou peu importe, pareil, Cabinet Placement. Et surtout, ça va être aussi parfois l'aide du côté administratif, parce que ça, on sait que voilà, tout ce qui est français, mais bon, je dis ça, mais c'est partout pareil. S'il y a visa, s'il y a sécurité sociale, c'est chronophage, c'est stressant, c'est obligatoire, donc ça peut être aussi une aide pour tout ce qui est immatriculation à la Sécu ou réimmatriculation à la Sécu, à la CAF, toutes ces choses-là, les choses administratives qui prennent du temps, surtout ici, qui prennent du temps de manière générale mais encore plus aux Antilles. Ça peut être la recherche d'un logement, parce qu'il y a des marchés qui sont très tendus et très compétitifs. Quand on ne connaît pas le marché ou quand on ne connaît plus le marché, on perd du temps.
avoir un accompagnement qui fait que, ben voilà, peut-être que ça va nous coûter peut-être 2 000 euros, mais au moins avoir un professionnel qui prend, ben, qui tient en compte des critères du candidat et qui l'aide à sélectionner des biens, à trouver un bien, c'est génial. Là où peut-être le collaborateur aurait peut-être mis 6 mois, eh ben, avec l'agence, peut-être qu'il va en mettre un ou deux. Selon les pays, ça peut être payer un logement temporaire, le temps de trouver le logement permanent. Je sais que nous, on avait fait ça. Donc, soit on peut passer par des logements, alors, soit Airbnb selon la politique, soit une somme d'argent que le collaborateur utilise. Mais en tout cas, mettre à disposition ou aider avec un logement temporaire pour au moins l'arrivée et donner le temps aux collaborateurs de se retourner pour trouver un logement permanent. Ça peut être ça. Ça peut être, dans certains cas de figure, ça peut être les impôts, tout ce qui est fiscalité. Ça, c'est un point qui est aussi touchy. Ça peut être ça. Quand on a des enfants, très important, ça peut être la recherche d'école. Parce que bah, il y a peut-être des collaborateurs qui vont vous demander une école internationale ou une école ci ou ça. Ça prend du temps. Alors, même si les territoires sont petits, donc logiquement, ça se trouve plus facilement, mais avoir quelqu'un et des fois le même cabinet qui peut trouver l'emploi peut charger de ça aussi, ça peut être trouver une école. Donc, toutes ces, entre guillemets, petites choses, qui facilitent et qui font que voilà, le collaborateur se décharge. Après, là où je te rejoins, c'est qu'il faut quand même laisser une part de responsabilité au collaborateur. Oui, il faut qu'il puisse être apaisé, mais il faut aussi qu'il soit acteur ou actrice cette adaptation. Parce que des fois, à trop accompagner, et des fois c'est le cas en immigration, à trop accompagner, même le fait d'envoyer les documents, ils font pas. Donc, des fois, il y a des petits rappels à l'ordre en disant, OK, on t'aide, mais quand même, rends-toi disponible pour les démarches. Donc, c'est de dire, voilà, nous, en tant qu'entreprise, on t'accueille et on veut que tu sois bien intégré. Charge à toi aussi de contribuer. Mais effectivement, on en vient au côté budget. Effectivement, ça peut représenter de l'argent, mais comme je dis, c'est un investissement. Si Mais on est... alors, j'aurais une question concernant justement le fait de permettre aux entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'accompagner euh, les nouvelles recrues qui viennent s'installer ou qui reviennent s'installer. Est-ce que le simple fait d'avoir des contacts peut déjà être un premier Mais pas? Parce que moi, j'avais fait complètement, noter cabinet pour aider les conjoints, contact pour les agences immobilières. En fait, ils voient vraiment tout le champ sur lesquels ils pourraient aider, mais seulement d'avoir ces contacts-là et les transmettre exactement, ça tout peut à déjà fait. être différent. Complètement. Un petit livret de bienvenue, un petit livret de bienvenue en disant voilà le nom et les adresses différentes administrations, voilà le nom et les adresses peut-être, oui tout à fait, une checklist des coordonnées, tout à fait. Ça peut être les agences de Parce que location, c'est vrai que là, pour ça le peut coup, être ceux qui regarderont le replay risquent de se dire, ouh là, on m'a dit que c'est accessible pour moi, mais au final, je ne pourrais pas, je n'ai pas le budget de faire rentrer quelqu'un. Mais au final, juste oui, de mais au final on transmettre peut bien identifié, ça complètement, peut. Il faut tout à fait. utiliser le territoire tel qu'il est. J'ai pas Il faut entendu. utiliser le territoire. Il faut utiliser le territoire tel qu'il est. Souvent, c'est des endroits où la population est quand même bien plus en connexion que sur les grands Exactement, territoires. Et du coup, les connexions se font beaucoup plus facilement. Donc, on a des réseaux exactement, qui sont sur tous les domaines de manière quand même dans la exactement. vie quotidienne. Voilà. Et c'est la C'est force, justement, j'allais dire, du réseau des petits exactement. territoires. Des fois, on dit, ouais, c'est trop petit, mais des fois, c'est très bien quand c'est petit, parce que du coup, on a accès aux gens et à la formation plus rapidement. Donc, c'est Exactement. aussi, dire aux collaborateurs, bah, toi aussi, bah, d'où le fait de responsabiliser aussi, de dire, ben voilà, je te donne ça, mais toi aussi, pour t'intégrer, va échanger avec la population ou les gens qui t'entourent pour avoir des informations. Mais c'est vrai que dans un premier temps, avoir déjà une petite checklist en disant dans le cahier de bienvenue, ou peu importe qui existe, intranet, peu importe, mais de dire, ben voilà, si vous avez besoin de ça, sachez que vous pouvez trouver ces informations là, 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 telle agence, telle ceci, telle cela, les choses à faire. Voilà, on le fait une fois, ça demande voilà, du jus de cerveau, peut-être une demi-journée, une journée, mais après au moins c'est fait.
Et pour moi, c'est un petit levier, un petit truc qui différencie peut-être d'une autre Mm. entreprise, sans dépenser beaucoup d'argent. Ça peut être aussi, même si on n'a pas les moyens de faire appel à un cabinet, ça peut être aussi de faire un partenariat avec un cabinet. De dire, ben voilà, moi, je ne fais pas les moyens, mais si je vous recommande des salariés, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il peut y avoir une réduction, mais enfin, peut-être que le salarié peut bénéficier d'une réduction bah, parce que bah, on a facilité la mise en relation avec un professionnel. Ça peut être ça aussi. Et Manon a tout à fait raison, le fait de dire que bah, la puissance de nos territoires aussi, c'est qu'ils sont petits, certes, mais les connexions se font plus facilement. Voilà. Clairement. Manuela qui dit guide d'accueil avec des contacts info utiles. Oui, ben voilà, bah c'est ça, hein, sincèrement. Et là, c'est pas la peine de mettre des 1000 et des cents. Et même si on veut pas imprimer, on peut le mettre sur l'intranet. Donc, il n'y a même pas de papier à dépenser. On met sur l'intranet, on peut le mettre dans un mail. Tout ce que je veux dire par là, c'est que quand on objecte quand on brandit la pancarte coût, oui et non. Ça peut coûter de l'argent, mais on peut aussi le faire de manière, entre guillemets, artisanale, locale. Et puis, c'est l'occasion aussi d'impliquer les collaborateurs, ceux qui sont déjà là, de se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ben, pour les nouveaux arrivants. Ça peut être aussi Parce que, sympa de travailler là-dessus. mais en fait, je suis en train de me rendre compte que quand tu as mis le tout premier point qui était d'identifier le besoin, d'identifier le besoin et en plus de parler, on va dire, chiffres, en voyant les retombées C'était pas bien. en termes de chiffres de ce nouveau poste ou de ce poste tout simplement, ça peut permettre effectivement de voir la quantité qui peut être investie pour et que du coup, on gagne plus qu'on ne perd en réalité. Oui, parce que finalement, enfin, des fois, on n'a pas besoin de faire 15 recrutements, hein. Si on n'en fait qu'un seul, on peut se permettre de dépenser de l'argent. Peut-être qu'il y a ça aussi. Si on en fait plus, on en dépense moins. Mais toujours est-il qu'il y a toujours on peut toujours mettre en place des choses sans dépenser de l'argent. Et encore une fois, le retour sur investissement, il est là. Se dire que bah, potentiellement, si on n'a pas fait une bonne évaluation du besoin et qu'on a mal accompagné, qu'on a mal communiqué les attentes et que le collaborateur part avant une année, on sait combien coûte un recrutement raté. Hum. Alors que si on se dit, on a mis ça en place comme mesure d'accompagnement, mais le collaborateur, on sait qu'il va rester, et que en plus, si on a d'autres postes à pourvoir, ben, il sera plus enclin à nous recommander, on a tout à y gagner. Et en plus, ça nous fait de la publicité. Donc, franchement, on a tout à y gagner. Donc là-dessus, c'est voilà, c'est le recrutement en dehors du territoire ou à l'international euh, n'a pas besoin d'être compliqué. Par contre, il a besoin d'être anticipé et préparé. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est pas très compliqué, mais il faut vraiment se poser les bonnes questions dès le départ, ce qu'on veut, qui on veut, pour quelle mission. Est-ce que nous, en interne, on est prêt? Parce que c'est bien beau de dire, oui, je vais prendre un... Parce que là aussi, j'ai vu pas mal d'exemples où des sociétés prennent des super profils et on se rend compte que non, en fait, c'est surcapé par rapport à ce dont on a besoin. La personne ne va pas rester parce qu'on lui a vendu du rêve. Donc, c'est aussi bien corréler les besoins avec les profils qu'on prend. Pas se partir sur avoir des paillettes par les yeux et se rendre compte que finalement, bah, la personne va être déçue, elle va pas rester. Donc, d'où l'importance de bien identifier le besoin, oui, de brainstormer avant d'aller plus loin, parce que comme je dis, il y a des enjeux qui sont humains, qui sont financiers, il y a le temps, il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, c'est pas besoin d'être compliqué. Par contre, ça se prépare. Et le Mais tout, je c'est vais que essayer de faire un raccourci. Est-ce que vous me permettez? Mais en réalité, là, ce que je comprends, c'est qu'au final, dès qu'on a une politique de recrutement, j'ai envie de dire, à la base qui est cohérente, sans pour autant que ce soit un recrutement international, hein, un recrutement de base cohérent, bah, forcément, quand on part sur des profils internationaux, forcément, tout se met en place naturellement. Il n'y a pas besoin de faire. Tu me diras si je me trompe, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de vraiment faire une démarche spécifique au recrutement international si déjà à la base on a un process de recrutement qui est cohérent?
Alors, ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment que le process tienne bien la route, mais surtout avoir une bonne connaissance des enjeux. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que le petit détail qu'il n'en est pas un de l'immigration et du visa, il est important. Donc, ça nécessite d'avoir des D'accord. compétences quand même, parce que si on se loupe sur un recrutement international par rapport à un visa, c'est pas bon. Donc, effectivement, avoir en place une politique de recrutement est importante, mais il faut absolument, dans ce cas, intégrer une partie spécifique, je dirais, à toute personne qu'on a recrutée en dehors du territoire, qu'elle revienne ou qu'elle découvre. Parce qu'effectivement, il y aura des éléments, comme je dis, ben, peut-être le temps d'adaptation, peut-être il y a plein d'autres choses qui vont, encore une fois, qu'on adresse ou pas, ça c'est La le choix de partie chacun, mais qu'il administrative, faudra penser. Mais c'est surtout pour les, entre guillemets, les vrais, entre guillemets, vrais profils internationaux qui ont besoin de visa, pour moi, c'est là où on peut pas, il faut vraiment avoir quelque chose de spécifique et avoir des compétences pour. Parce que là-dessus, voilà, on part sur de la prison, on part sur autre chose, hein. Donc, tant que la personne n'a pas besoin de visa, je dirais, ça se fait, mais ça se pense stratégiquement. Mais dès qu'il y a un besoin de visa ou autre, quand même, là, on fait attention. Mais ça nécessite, comme tu dis, d'avoir une politique de recrutement qui tient la route. Vraiment. Donc, voilà. J'espère Alors, que... il y a Marie qui a dit, alors, je ne sais pas si tu avais terminé, attends, tu avais terminé, si tu veux qu'on passe aux questions, Oui, totalement. aux questions de livre, parce que Marilyn, alors, Ami qui dit besoin, comme a dit Cynthia, clarifier au maximum avec la direction sa définition, les besoins, les Oui. moyens, le retour sur Mhm. investissement et surtout savoir que ce n'est pas un robot qui arrive ici. Les PME n'ont pas le temps et la période d'intégration est super réduite. Peut-être faudrait-il faire l'effort sur ça. Mais du coup, si tu veux en dire un peu plus, Marilyn, en allumant ton micro, tu nous dis. C'est le temps d'échange ou juste à l'écrit, c'était suffisant pour toi? Parce que c'est vrai qu'elle a relevé quand même un point important, c'est le temps d'adaptation qui souvent est trop réduit pour l'arrivée de la personne. J'allais dire, si Marilyn ne veut rien rajouter, j'allais dire que du coup, ça change ça. Ah, j'ai trop de retour de moi, c'est dommage, oui. J'allais dire, alors, Marilyn, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Pour moi, justement, si le temps d'adaptation est réduit, il va encore plus falloir tester la capacité d'adaptation de la personne. Parce que justement, si on sait que le temps est réduit et que la personne, encore une fois, elle aura à gérer un tas d'autres choses, je trouve que le côté résilience et le côté faculté d'adaptation devra être encore plus creusé. Parce En que, amont. oui, parce que du coup, s'ils n'ont pas le temps, et le problème du rapide, c'est que, voilà, on ne peut pas faire du recrutement international rapidement. Est-ce que vous avez déjà été amené, bon, là je dis vous parce que vous êtes plusieurs à avoir déjà fait des recrutements à l'international, mais est-ce que vous avez déjà été amené à faire des tests psychotechniques qui permettaient de déceler en amont justement ces capacités de résilience et autres, et qui du coup permettaient de faire un choix entre des candidats à compétences égales et qui du coup, pour certains, n'avaient pas forcément la capacité d'adaptation suffisante pour intégrer le poste local. Moi, pour ma part, c'est ce que je mets en place dans mon entreprise dans laquelle je suis arrivée il y a à peu près un mois. On est Ah, un super. groupe, on a un groupe d'activités qui est très spécifique et très particulier, dans des zones très isolées en Guyane. Donc, ça met énormément de contraintes et les profils qu'on met sur place doivent avoir des capacités d'adaptation qui sont Ah, c'est au-delà bien. de la moyenne. Et c'est D'accord. nos problématiques sur place, parce que d'une, on n'a pas les compétences sur place, même si on travaille aussi à côté pour former des gens sur la Guyane. Mais du coup, on est obligé de recruter en dehors de la Guyane. Et la problématique qu'on a la plupart du temps, c'est pas le manque de compétences du coup, mais c'est le manque d'adaptabilité. Voilà, Et en plus de ça, la gestion ben, enfin, comment dire, des conséquences d'être en Guyane et en milieu isolé, en pleine forêt amazonienne, parce que
une personne qui est de métropole n'a pas, n'imagine pas à quel point ça peut changer la vie d'être dans un terrain pareil. Et Et ça du peut coup, être très bien vécu pour beaucoup de gens, mais très mal vécu pour d'autres. Et là, Ouais. c'est problématique pour nous. il y a des tests psychotechniques, par exemple. Ça, c'est ce que c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment parce que j'ai la chance d'avoir eu une expérience dans le médical et j'ai vu l'aspect Ah, psychologique, à quel point c'était important et à quel point ça pouvait modifier tout un état d'esprit et tout un bien-être au quotidien. Et du coup, c'est ce que j'ai proposé à mon employeur de rajouter sur les parties d'entretien parce que ça nous permettrait de de faire des profils de ouais. personnalité, voir aussi si ça s'adapte avec déjà nos personnes qui sont en CDI et qui sont déjà sur place et qui ont déjà leur personnalité sur lesquelles il va falloir s'adapter aussi. Ouais. Euh, Bonjour à tous. Oui, bonjour. Alors, désolé, il y a du bruit, je ne peux pas trop parler. Il passe les Karcher un peu partout. Mhm. Euh, Ce que je voudrais demander à Manon, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Je voudrais savoir si c'est une petite ou une grande entreprise qu'elle a, dans laquelle elle travaille. On est une toute petite entreprise et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de... Enfin, les coûts sont limités. Et du D'accord, coup, on Mhm. doit ruser plus d'imagination pour savoir comment, enfin, pour aider les gens au exactement. maximum, plutôt Mais c'est que bien. d'utiliser l'argent financier. Donc, voilà. Alors, je sais que le Pôle emploi fait des journées d'action pour recouper avec comment ils appellent ça maintenant, c'est un langage jeune, hein, je ne suis pas trop jeune, mais bon, c'est des Les, P- expériences qui mettent les sur le terrain. PSN, pour les Comment? mises en situation, Voilà, des PSN. mises en situation. Il Mhm. faudrait que juste une personne, comme il y a déjà du personnel sur place, juste une personne d'ici après avoir tablé sur les besoins, être arrêté sur les besoins, se déplace en Guyane. C'est pas très cher et c'est pas très long. Il suffit de Mhm. faire ça un vendredi, un samedi. Et les gens seraient très aptes en Guyanais. Ils sont très accueillants et très demandeurs. Donc, Je te remercie pour ça. Ah, On est c'est cool. justement en contact avec France Travail et on travaille avec eux pour faire former des personnes en métropole parce que les formations n'existent pas en Guyane. Donc on envoie avec la DOM, avec la France Travail en métropole. Mais avant ça, il y a tout un parcours qui a été mis en place pour recruter des personnes qui seraient aptes à réussir tout le parcours et qui psychologiquement seraient aptes aussi à faire le travail demandé dans les conditions particulières. Et il y oui. a tout cet aspect psychologique qui a été pris en charge aussi par France Travail et ça, c'est super parce qu'on est bien accompagné Ah, c'est par bien. une psychologue du travail. Alors, au cas où qui vous nous- recherchez du monde pour épauler votre équipe, je suis disponible, hein. Je pourrais partir Super, cette semaine. je te Je remercie profite, beaucoup. je profite parce que je suis au chômage. Moi, on m'a dit que j'ai trop d'expérience et je coûte trop cher. Mais le RH, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça demande à travailler pour des collègues qu'on connaît, pour un but, réussir, que l'entreprise réussisse. Donc, je trouve ça très beau. Comme tu disais, Cynthia, c'est vrai Mhm. qu'on a, je ne sais pas je sais pas s'il y a des statistiques ici pour savoir comment fait-on appel est-ce on en a besoin, il y a un fort besoin ici de recruter de l'extérieur. Il y a pas de statistiques, pas à ma connaissance, mais de ce que je vois entre. En fait, le truc, c'est que je me dis, c'est vraiment en fonction du domaine, secteur d'activité et domaine, parfois, que c'est limité en local. Des fois, il y a des gens, après, hein, il y a des gens qui ne veulent pas aussi, mais des fois, pour moi, c'est des domaines d'activité qui sont assez spécifiques et qui requièrent des compétences en dehors. Mais comme je disais, il y a aussi des fois le manque les formations qui n'existent pas aussi. Alors, je vais vous faire part des expériences que j'ai eues en retour, de témoignages d'expérience. Mhm. Euh, Moi, je cherche, je postule et on me dit, je vois les offres d'emploi, mais quand vous avez de l'expérience, vous ne voyez pas le salaire. Mhm. Ça commence à partir de et ça ne se termine pas. Bon, Ouais. on vous laisse rêver, vous postulez,
Moi, c'est bien, ça ne me change pas, hein, ça ne me dérange pas parce que je veux travailler. Sauf qu'on se rend compte que des fois, l'entreprise ne cherche pas un mouton à 5 pattes, mais 6 ou 10 pattes. Et il y a un hôtel ici qui a lancé une offre pendant plusieurs mois. Et finalement, ils ont recruté une salariée de la métropole. Donc, elle est venue, elle était très bien référencée, une très bonne expérience, elle était très structurée dans ce qu'elle faisait, elle manageait le service, sauf qu'au bout de 2 mois, elle a dit qu'elle ne peut plus. Elle ne peut plus parce que elle n'a pas l'habitude de travailler comme ça et elle avait l'impression de tout superviser, alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans un pays comme ici, parfois il faut savoir faire une autre tâche, être un peu polyvalent. Oui, c'est Et pas- Mhm. elle est au bout de 3 mois, elle est partie. La même Mhm. chose à l'éducation nationale, quelqu'un qui dirige un service, et il est là depuis 2 ans. Et il dit qu'il ne peut pas travailler comme ça parce que c'est pas les habitudes qu'il a quand il était sur Paris. Ici, c'est trop, ça demande trop à avoir l'œil un peu partout. Et puis, comme Mhm. il a l'habitude de donner un certain, euh, le travail qu'il a l'habitude de rendre, il faut qu'il le supervise, en fait. Il faut il le cherche à tout, parce qu'on l'a recruté pour ça et qu'il fallait qu'il vérifie à chaque fois. Et lui, ça lui demandait trop parce que là-bas, il avait une secrétaire et ici, il n'a pas eu de secrétaire. Donc, quand on a déjà investi beaucoup sur un salarié type, parce qu'on en attend beaucoup, après, ça casse l'ambiance parce que lui, il va déjà à une vitesse. Et c'est vrai qu'on lui a tout donné, on lui a donné bon, tout ce qui va avec les déplacements, mais il ne se sent pas heureux. Il dit qu'il est en train de régresser dans ce qu'il a, et qu'il repart pour postuler au plus haut. Donc, je trouve ça Ouais, dommage comme expérience parce que c'est des gens, bien ils ont sûr. pris du temps pour trouver les salariés. Et puis, une fois que les salariés arrivent, la fille à l'hôtel, elle dit elle s'arrête à certaines tâches, en fait. Comme elle est responsable de service, elle s'arrête à certaines tâches et elle ne voulait pas faire le reste. Mais Donc, ça revient à ce non, que tu disais, il faut bien définir les Besoin. choses dès le Bah, départ. c'est ça. Dès le départ, il aurait fallu évaluer bah, la capacité d'action, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, ne pas faire, et puis être transparent aussi. C'est ça aussi. Surtout. Je crois qu'il avait mentionné sur le fait que ça va vite. Il y a des choses qu'il faut dire. Alors oui, ça peut, ce que j'allais dire, limite, vaut mieux faire fuir, entre guillemets, un candidat plutôt que de l'attirer pour les mauvaises raisons. Parce que ce genre de choses-là, c'est vraiment inhérent au fonctionnement d'une entreprise. Vaut mieux le dire, en fait. Parce que du coup, à ne pas dire, à couvrir, la personne va venir et le résultat, c'est qu'elle va pas rester. Et pour Oui, moi, puis il en va de, un, le besoin, deux, la transparence, trois, savoir évaluer est-ce que la personne est capable ou pas de travailler. Et ça demande aussi une faculté d'introspection, parfois, de prise de hauteur et de recul de la part des employeurs et de se dire, voilà, on est comme ça. Est-ce que vraiment la personne qui est en face, est-ce que je la vois travailler pour moi? Et inversement, parce que le tout, c'est faut que ce soit gagnant. Il faut que ce soit gagnant pour l'entreprise, mais mais c'est aussi pour surtout le ça. collaborateur. C'est surtout ça, ils cherchent quelqu'un qui a un bon retour sur investissement. Quand vous posez les questions aux entretiens, vous voyez, il y en a qui osent appeler, mais bon, moi je dis que c'est interdit, qui osent appeler, dire ce qu'elle faisait, quel était son poste, ses actions, ses tâches. Oui, c'est quelqu'un qui faisait ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle le faisait à 60% du temps. Elle le faisait de temps en temps, mais voilà quoi. En fait, oui, j'étais un peu c'est une question de surprise en fait. positionnement. Comment? Je dis, c'est une question de positionnement, autant de l'employeur par rapport à C'est ses ça. besoins, autant de la reconnaissance qu'on peut avoir des personnes qui sont extrêmement polyvalentes. Parce que je Voilà. pense qu'il y a ça aussi qui joue sur le fait que si on demande à une personne d'avoir 15 compétences différentes, il faut aussi le valoriser parce qu'on sait très bien que C'est ça ça. nous évite d'embaucher Exact. 15 personnes Tout à différentes. fait. Tout Et à du fait. coup, je pense qu'il faut, ben, pour des personnes qui ont ces capacités-là, contrairement à d'autres, valoriser et on va pas se mentir, le salaire est Ça fait pris en partie. compte dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Et souvent, je pense que c'est cet aspect-là qu'on sous-estime un peu en disant on veut justement des moutons à 6 pattes, mais pour autant, on veut les payer de la même manière que des moutons à 4 pattes. Exactement. Et on peut Tout pas à fait. avoir le beurre et l'argent du beurre à un moment donné. Exact. L'investissement, il faut qu'il soit intelligent.
Mais oui, Donc, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Faut avoir un sentiment de reconnaissance aussi. On peut pas se dire qu'on travaille, mais qu'on n'est pas reconnu, enfin, qu'on a su apprécier nos compétences, mais que par ailleurs, la rémunération n'est pas à la hauteur de ce qu'on apporte à l'entreprise. Ah, Donc, à un moment, c'est gagnant pour personne, parce que le salarié va rester parce qu'il n'aura pas d'autre choix au début, parce qu'il n'aura pas autre, mais dès qu'il aura l'opportunité d'aller voir ailleurs, il il va ça partira. ira. Et C'est c'est sûr, logique. Et c'est logique. On tout peut à fait. pas, voilà, à un moment, je pense que, et c'est là où je parlais du fossé qu'il y a entre les entreprises, des fois, qui se plaignent de pas trouver, et en même temps, les candidats qui disent entreprises, parce qu'il y a ce fossé, ce manque de transparence, de plein de choses qui font que, à un moment, il faut des compromis de part et d'autre. Des candidats de reconnaître que, on va travailler dans un endroit qui est différent, et les employeurs de dire, si je suis à même de reconnaître que cette personne-là, elle est très bonne et elle a ça, et comme compétence, eh ben, faut que je la rétribue aussi à la hauteur de ses compétences. Donc, faut savoir ce qu'on veut aussi. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes. Alors, nous allons Merci. arriver au terme de ces échanges. Honnêtement, je vous remercie vraiment grandement pour toutes ces interactions. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu aurais un mot pour la fin, Cynthia. Non, moi juste merci beaucoup d'avoir participé et surtout d'avoir partagé vos expériences. C'était vraiment très enrichissant et ça conforte dans l'idée que le retour au pays ou autre, ou les enjeux, les problématiques de mobilité internationale sont adaptés à nos territoires et qu'il faut les adresser. Ouais. Maintenant, juste rapidement, parce que je sais que Maëva t'a parlé, excuse-moi, rapidement des tests psychométriques, etc. D'expérience, ce que j'ai vu qui fonctionnait beaucoup, justement, c'est les mises en situation, faire rencontrer, ça peut être de façon virtuelle, hein, des collègues en poste avec les candidats. Euh, et surtout, une expérience que j'ai eue, que j'ai beaucoup appréciée, c'est les tables RH, c'est-à-dire que c'est entre collègues RH de différentes entreprises. On parlait du réseau, mais je pense que peut-être qu'il faudrait l'utiliser un petit peu plus. Et je parle pas de after work, j'ai vu qu'au Guadeloupe, il y en a énormément. Je parle pas d'aller prendre un verre, etc. Je dis pas que c'est pas nécessaire, mais je parle vraiment de déterminer un besoin. Ben, si par exemple ton besoin c'est celui-ci, je suis sûre qu'il y a plusieurs Mhm. personnes qui ont ce besoin-là aussi. Et de façon confidentielle, c'est signer des documents, pas rentrer dans des sujets peut-être trop confidentiels, mais c'est aider à avancer sur des sujets ensemble. Je lance Je te ça comme ça, remercie, mais Manuela. Bonne idée. Enfin, c'est particulier dans notre cas parce qu'on est la seule société sur la Guyane Ah oui, dans le domaine spécifique où même légalement parlant, c'est pas encore régi et on travaille justement pour tout faire régir de la bonne manière. Donc on est un peu bon, on se confronte aux premières barrières et je pense que ces liens viendront avec les sociétés qui vont venir s'installer, qui commencent à s'installer dans le même domaine que nous. ok. Mais en tout cas, j'avoue, bravo, Manon. Ouais, Bravo tu ouvres pour, la porte en tout cas. ouais, Tu ouvres la porte. bravo. super, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci à vous toutes Je pour voudrais votre rajouter une dernière participation. chose, c'est que je Oui, n'ai pas entendu parler de. Vous avez parlé de la dimension culturelle, mais il y a aussi l'idéologie Trompenard où chaque territoire, chaque continent a ses habitudes, Mm. ses préjugés, ses façons de voir, à lire avant de faire venir quelqu'un pour savoir exactement ce qu'on recherche. Oui, Mhm. oui, complètement. Voilà. tout à Complètement. Voilà. fait. Et si vous avez mes coordonnées, si vous cherchez quelqu'un en poste en assistant RH ou GRH, voilà, je suis disponible. Sans Ok. problème. Merci Marilyn. Merci D'ailleurs, je vais beaucoup. envoyer mon CV et puis voilà. Mhm. Sans problème. Très bien. Ben, merci à toutes. Comme